Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête d'Europe. Dans cette émission, je vous emmène en Grande-Bretagne, un pays où, malgré l'euroscepticisme ambiant, le programme Erasmus attire de plus en plus d'étudiants. Direction ensuite la Roumanie, un pays qui se vide de ses médecins partis à l'ouest de l'Europe, chercher de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Enfin, terminus au Portugal, un pays rongé par l'illettrisme. Là-bas, en pleine crise économique, associations et gouvernements prennent le problème à bras-le-corps. Mais d'abord, Flora Sauvage nous emmène en Belgique, un pays qui a légalisé le mariage homosexuel en 2003, sans susciter particulièrement de débat. Flora, la Belgique, après les Pays-Bas, est le deuxième pays d'Europe à avoir adopté le mariage homosexuel. Comment est-ce que s'est passé le débat sur place ? En fait, le débat s'est passé dans un contexte plutôt apaisé, contrairement à ce qu'on a pu voir en France. La raison principale, à mon avis, c'est que le gouvernement belge a choisi de séparer la question du mariage par les couples de même sexe et la question de l'adoption. Si bien que finalement, la loi sur le mariage est passée un peu comme une lettre à la poste en 2003. Et 3 ans plus tard, le gouvernement est revenu à la charge, cette fois avec les questions de l'adoption. Et l'adoption a été votée en 2006 en Belgique. Donc là, on vous suit à Bruxelles à la rencontre de Anne et Verle. En couple depuis 9 ans, Anne et Verle ont choisi de se marier. Dans quelques mois, elles vont se dire oui, devant leur famille et leurs amis, comme n'importe quel couple. Depuis 2003 en Belgique, le mariage est ouvert à tous, y compris aux personnes de même sexe. On a toujours dit, quand on a nos enfants, on voulait des enfants, on va se marier. C'est aussi pour dire aux gens, aux amis, qu'on a vraiment choisi pour l'un pour l'autre. Derrière ce mariage d'amour, c'est aussi un moyen de protéger leurs enfants si l'une ou l'autre décède. Pour elles, le mariage est un droit fondamental auquel tous les citoyens doivent avoir accès. Aimer quelqu'un, ça n'a rien à voir avec le sexe. Et si c'est un homme ou une femme, il faut être vraiment ouvert et dire c'est la même chose, c'est vraiment la même chose. Je veux que tout le monde a le droit pour ça. Verle est la maman biologique des 2 enfants. Sis, qui a 3 ans, et Yet, sa petite sœur, sont issus d'un don de sperme. Ici en Belgique, depuis une trentaine d'années, la procréation médicalement assistée est accessible à toutes les femmes, y compris aux lesbiennes. Il n'est pas nécessaire d'être stérile pour y avoir accès. J'étais inséminée avec des spermes anonymes, du même donneur. Grâce à la loi sur l'adoption votée en 2006, Anne a pu adopter les enfants et devenir leur mère, au même titre que sa compagne. La loi de l'adoption est même plus important pour nous que la loi de la mariage, parce que quand il arrive quelque chose avec moi, qu'il va s'occuper de mes enfants. En Belgique, 10 ans après le vote de la loi, le mariage homosexuel est entré dans les mœurs. 1 millier de mariages de même sexe sont célébrés chaque année, ce qui représente 2% des unions civiles. En 2003, le sujet n'a quasiment pas fait débat. Plus que le mariage, c'est la question de la filiation et de l'adoption qui ont suscité des résistances. Karine Lallieu est députée fédérale socialiste. Elle a voté en faveur de la loi sur le mariage gay. Les socialistes et la majorité des partis flamands, sauf les partis flamands catholiques, étaient pour directement ouvrir aussi à l'adoption. Mais il y a eu un veto du Parti libéral en disant s'il y a adoption, il n'y aura pas de mariage. Alors qu'on avait une majorité pour faire adoption et mariage en même temps, nous avons cédé, nous avons fait uniquement le mariage qui était déjà un premier pas. Face aux réticences, le choix a été fait de séparer la question du mariage et celle de l'adoption. Au siège de cette association de défense des droits homosexuels, on salue l'action des politiques. C'était une volonté stratégique aussi du pouvoir politique à l'époque de ne pas faire passer les 2 lois en même temps. Donc ils ont attendu quelques années, puis en 2006, ils ont fait passer la loi sur l'adoption, qui a été intégrée quelque part aussi à une révision de la loi qui existait déjà, puisqu'ils ont revu l'adoption intrafamiliale. Et dedans, ils ont rajouté que les couples homo avaient aussi droit à l'adoption. Et malgré les réticences de certains, le débat en Belgique s'est passé dans un climat apaisé, sans aucune manifestation. Désormais, plus personne ne remet en cause le mariage ou l'adoption par les homosexuels. Je crois qu'il est important à un moment donné que le politique, en matière éthique, précède la société.
assume des choix, assume des avancées sociétales, même s'il y a une opposition dans la société, parce qu'on voit après que s'il y a une normalisation, eh bien ça calme toutes les passions. La Belgique est devenue le 2e pays au monde, après les Pays-Bas, à légaliser le mariage et l'adoption pour les personnes de même sexe. L'Espagne, la Suède ou le Portugal ont suivi. En Europe aujourd'hui, 7 pays autorisent le mariage homosexuel. Flora, 10 ans après son adoption, quel bilan peut-on tirer aujourd'hui du mariage gay en Belgique ? Alors, c'est un bilan plutôt positif en ce qui concerne le mariage, puisque les statistiques montrent qu'il y a environ 1 millier de mariages gays par an en Belgique. Donc, bilan plutôt positif. Après, en ce qui concerne l'adoption par les couples de même sexe, là, c'est un bilan beaucoup plus mitigé, puisqu'on s'est rendu compte que dans les faits, la loi sur l'adoption par les couples de même sexe est plutôt d'ordre symbolique, puisqu'il n'y a eu aucune adoption internationale par des couples homosexuels en Belgique. Depuis 2006, il n'y a eu aucune adoption internationale. Exemple, la Chine, qui l'a clairement spécifié, elle ne souhaite pas que ses enfants soient adoptés par des couples de même sexe. Et Flora, comment est-ce que nos voisins belges ont perçu le débat que nous avons eu en France sur la question du mariage pour tous ? Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en Belgique, certains étaient absolument persuadés que le mariage homosexuel existait déjà, était déjà légal en France. Et puis la plupart de mes interlocuteurs m'ont dit qu'ils étaient assez étonnés, certains parfois choqués par les propos d'une extrême violence qui ont pu être tenus ici, et puis souvent très étonnés par le monde qui a pu descendre dans la rue, puisque comme je vous l'expliquais, en Belgique, il n'y a pas eu ces grandes manifestations qu'on a pu voir en France et ces grands débats qui ont pu avoir lieu ici. Merci Flora. Merci à vous. On dit l'Europe en crise, crise financière, crise économique, crise de confiance. Pourtant, s'il y a bien un programme qui résiste aux soubresauts de l'Union européenne après 25 ans d'existence, c'est bien Erasmus. Alors Paul Bouffard a été à la rencontre de ces jeunes qui tentent l'expatriation, direction l'Angleterre. Paul, que symbolise Erasmus ? Eh bien, qui ne connaît pas le fameux film de Cédric Clapiche, L'Auberge espagnole ? Tous les jeunes et moins jeunes d'ailleurs ont rêvé devant les scènes étudiantes. Erasmus, c'est un programme qui a maintenant 25 ans. Il permet aux étudiants de l'Union européenne de vivre à l'étranger pendant 6 mois, d'étudier à l'étranger. Et puis, et c'est l'âme du projet, ça permet l'intégration culturelle européenne. Combien de personnes ont bénéficié de ce programme Erasmus ? Depuis sa création en 1987, c'est plus de 3 millions de jeunes qui ont bénéficié du programme. Et quels sont les pays les plus concernés ? Eh bien, c'est l'Espagne qui arrive en tête, avec 40 000 étudiants l'année dernière. Mais vous vous êtes rendu donc à Londres. Dans un pays qui est plutôt eurosceptique, on a voulu voir si le programme était toujours attractif. Au milieu des flocons de neige, Tanguy, 23 ans. Loin de sa région lyonnaise, le Frenchie s'est lancé dans des études à l'étranger, en marketing international, ici, sur le campus de l'université anglaise de Reading, à quelques minutes de Londres. Donc aujourd'hui, travailler et découvrir ce que c'est que la vie Erasmus, ça apporte beaucoup de choses, notamment une première expérience internationale. Ça permet aussi de découvrir de nouvelles cultures, de s'adapter à un nouvel environnement. Et puis, ça permet aussi une certaine ouverture d'esprit, qui est un prérequis actuellement dans le monde du travail. De toute façon, une expérience internationale est forcément un avantage sur le CV. Erasmus, une success story d'un quart de siècle. Le programme d'échange éducatif a fait ses preuves. Il permet aux étudiants européens de faire une partie de leur cursus universitaire à l'étranger. Près de 3 millions de jeunes en ont bénéficié, un système qui a fait de la mobilité étudiante le trait d'union entre pays de l'Union européenne. En 1987, l'objectif était d'éveiller l'identité citoyenne du vieux continent. Et parole de professeur, ça marche encore. Depuis 15 ans, Françoise Le Sceau enseigne à l'université de Reading. L'intérêt est toujours aussi vivace. Et du point de vue d'une enseignante dans une section de langue moderne, je dirais même que le programme Erasmus est devenu absolument essentiel. Ce sont des étudiants qui vont être assidus, ce sont des étudiants qui vont être enthousiastes, qui vont s'exprimer beaucoup en classe dans les discussions et dans les débats, et qui vont apporter un point de vue légèrement différent qui est aussi extrêmement enrichissant pour les étudiants locaux. Pourtant, ces dernières semaines, à court d'argent, l'Union européenne a voulu couper dans le budget du programme. Victime collatérale de la crise, eh bien non.
Les instances européennes reviennent sur la décision et proposent même d'augmenter de 70% le budget sur la période 2014 à 2020. Je crois que les fonctionnaires de Bruxelles n'ont strictement aucune crainte à avoir. C'est un système qui a de beaux jours devant lui, simplement parce que c'est un système qui s'est rendu absolument indispensable. Le Royaume-Uni, une terre où l'euroscepticisme n'est plus légende. Et pourtant ici, le programme est en pleine progression. Même si les chiffres ne sont pas ceux de l'Espagne ou de la France, au British Council, organisation gouvernementale pour l'éducation, on est loin d'abandonner Erasmus. On est très content de voir une augmentation du nombre d'étudiants ces 7 dernières années depuis que le British Council finance ce programme. On a noté une hausse de 8% par an du nombre d'étudiants. Pour l'année passée, nous avons eu plus de 13 000 jeunes Erasmus. C'est un record pour le 25e anniversaire du programme. Preuve que ça marche bien. Clairement, s'ils veulent travailler dans un autre pays européen, c'est un plus pour eux car ils ont une ouverture d'esprit. Mais même s'ils restent ici au Royaume-Uni, les employeurs disent que ces étudiants sont plus matures. Ils ont plus de choses à offrir qu'un étudiant qui est resté chez lui. Salut, bienvenue à la maison. À Reading, Tanguy vit en colocation avec d'autres étudiants étrangers. Pour eux, cette réussite coûte cher. Être étudiant Erasmus n'est aujourd'hui plus donné à tout le monde. Certains parlent même d'un système réservé à des étudiants favorisés. Alors pour être étudiant Erasmus, il faut avoir quelques sous de côté parce que la bourse Erasmus ne suffit pas, bien sûr. Ce que les bourses ne financent pas, c'est mes parents qui financent. Alors moi, le montant de ma bourse, il s'élève à 1 500 € à peu près pour les 9 mois où j'étudie en Erasmus. Bora, étudiant espagnol de 25 ans, voit dans ce programme une solution pour trouver du travail. En Espagne, un jeune sur 2 est au chômage. Alors lui, il pense rester en Angleterre. En Espagne, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de trouver un travail. En Angleterre, ça me semble plus facile. J'aurai plus de possibilités ici. Premièrement, mon anglais s'est amélioré, vraiment. Et ensuite, avoir un diplôme validé à l'étranger, c'est plus valorisant que dans son propre pays. Alors Erasmus, une solution à la crise? Une chose est sûre, le programme est inscrit au patrimoine européen. En 2011, 230 000 étudiants ont bénéficié d'Erasmus. Désormais, chaque année, l'objectif sera de permettre à 700 000 nouveaux jeunes d'étudier à l'étranger. Mais Paul, malgré son succès, on voit bien que Erasmus a été menacé de coupes budgétaires. Que s'est-il passé? L'Europe est en crise, l'austérité budgétaire plane sur le vieux continent. Et fin 2012, Erasmus était menacé. Il manquait 90 millions pour boucler le budget. L'Union européenne, du coup, voulait faire des coupes dans son portefeuille pour faire des économies. Mais la réalité, c'est qu'Erasmus ne coûte pas si cher que ça. C'est 470 millions d'euros en moyenne pour une année d'études. Ce n'est rien par rapport aux 55 milliards de la politique agricole commune. Et maintenant, finalement, est-ce que ce programme est sauvé? Aujourd'hui, Erasmus est plus ou moins sauvé. En décembre, le Parlement a soutenu l'accord de 6 milliards d'euros destiné à couvrir les dépenses en cours et le budget de 2013. Est-ce que ça pourrait être un facteur d'émigration pour ces jeunes? On l'a vu dans le reportage avec le jeune Bora, le jeune espagnol qui fait son Erasmus en Angleterre. Lui, il a une idée en tête, c'est rester sur place pour trouver du travail. Il l'explique, en Espagne, s'il était resté en Espagne, il serait au chômage. Effectivement, un jeune espagnol sur 2, 55% des moins de 25 ans sont aujourd'hui sans emploi. Merci Paul. Si les étudiants peuvent librement circuler en Europe, c'est aussi le cas des travailleurs. Attirés par les rémunérations, les médecins roumains vont de plus en plus émigrer en France ou en Belgique. Et Iași, deuxième ville de Roumanie, devient peu à peu un désert médical. Marie Brémaud s'y est rendue. Marie, le problème des déserts médicaux est connu dans toute l'Europe. Quelle est la particularité de la Roumanie? C'est vrai que la Roumanie est un cas à part. Quelques chiffres, ils sont parlants. En Roumanie, il y a à peu près 2 médecins pour 1000 habitants, quand dans le reste de l'Europe, il y a 4 médecins environ pour 1000 habitants. C'est donc très peu. Le budget dévolu à la santé en Roumanie est également très faible. C'est dû à la situation économique du pays, mais c'est également le résultat de choix
politique. La part budgétaire donc consacrée à la santé correspond à 4% du produit intérieur brut roumain, alors que dans le reste de l'Europe, les dépenses médicales représentent environ 8% du PIB, et c'est une moyenne car dans certains pays d'Europe de l'Ouest, de l'OCDE, c'est plutôt 10 à 12% du PIB. Les écarts sont donc très importants. Donc vous vous êtes rendu à Iași, on vous suit. Vous accompagnez monsieur? Il a un problème au poumon. Je veux qu'il aille en pneumologie. Cela fait 13 ans que Cristian Perianu est médecin urgentiste. Il exerce dans le plus important hôpital public de Iași, deuxième ville de Roumanie. L'hôpital Saint-Spiridon tourne tant bien que mal. Il faudrait 25% de médecins en plus pour sortir du sous-effectif chronique. Il y a beaucoup de boulot. C'est difficile de dire combien d'heures on travaille par jour, car on travaille beaucoup aussi sur notre temps libre pour gagner un peu plus. Avec son travail, l'enseignement et des extras, Cristian arrive à gagner 1 000 € par mois. Un salaire peu élevé pour un métier difficile qui requiert 10 ans d'études. Il lui arrive d'envisager de partir en Belgique ou ailleurs. Son profil est très recherché. Récemment, j'ai reçu des offres de la part de plusieurs agences de recrutement. Des agences de recrutement qui sont très agressives. Elles recherchent du personnel qualifié pour travailler à l'ouest de l'Europe. À l'ouest de l'Europe, des déserts médicaux. En Roumanie, le malaise de médecins qui se sentent bien souvent dénigrés et souffrent d'un manque de reconnaissance. Ici, les politiques de santé ne représentent que 4% du produit intérieur brut, contre 10% en moyenne en Europe. Isabelle a 30 ans et dans quelques mois, elle aura achevé son internat. Sa spécialité, anesthésie en soins intensifs. Elle l'exercera sans doute, pour un temps tout du moins, ailleurs. Ce serait l'occasion d'une nouvelle expérience dans un hôpital où il y a une bonne organisation et des moyens conséquents. Et bien sûr, il y a l'argent. Tout le monde sait qu'on est mieux payé à l'étranger qu'en Roumanie. Je choisirais bien la France, car je parle la langue. Et puis, j'ai beaucoup de collègues qui y sont déjà et qui ont des expériences réussies là-bas. La France et la Belgique, des destinations privilégiées, les Roumains sont francophones. Depuis l'adhésion du pays à l'Union européenne en 2007, l'équivalence des diplômes et la libre circulation, le phénomène est alarmant. En 5 ans, 14 000 médecins ont quitté la Roumanie, alors que sur la même période, seuls 12 000 achevaient leur internat. En Roumanie, il y a un peu moins de 2 médecins pour 1000 habitants, quand la moyenne en Europe est de 3,7. L'ordre des médecins roumains assiste impuissant à une hémorragie qui dure et s'accentue. Si ce genre d'exode continue, dans quelques années, le système de santé roumain va péricliter. C'est une situation très grave. Mais malheureusement, les hommes politiques roumains ne comprennent pas cela et n'ont pris aucune mesure pour les inciter à rester dans notre système de santé. À la faculté de médecine de Iași, l'heure est aux examens pour ces étudiants en première année. D'Ordonatsetsa, je vous prie d'aller là-bas. Pas encore docteur et pourtant un quart d'entre eux a déjà le regard tourné vers l'ouest. Qui pense parmi vous qu'il travaillera à l'étranger? Levez la main ceux pour qui c'est le cas. Depuis 2007, cette fuite des médecins aurait déjà coûté à l'État roumain 3 milliards d'euros. Une grande partie de la formation est prise en charge par les pouvoirs publics.
Alors, des voix s'élèvent pour demander au pays qui attire et profite de ces médecins de mettre la main à la poche. Une sorte de juste retour sur investissement pour la Roumanie. Marie, on voit clairement dans votre reportage qu'il existe de grandes disparités entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Est-ce qu'il y a un manque de coordination au niveau européen des politiques de santé? C'est vrai qu'on assiste à des situations complètement ubuesques où les médecins roumains viennent travailler en France parce que les salaires y sont bien plus élevés. On dit aujourd'hui qu'il y aurait 4700 médecins roumains en France, donc c'est quand même conséquent. De l'autre côté, il y a des étudiants français en médecine qui vont poursuivre leurs études en Roumanie, à cause du numerus clausus en France, ces quotas d'étudiants admis en deuxième année. À IH, où j'étais par exemple, il y a cette année 700 étudiants français qui étudient la médecine à IH. Mais au-delà, on se rend compte qu'il y a aussi un véritable business autour de ces questions de santé. À Bucarest, ces dernières années, ce sont les agences de recrutement qui ont fleuri, ces agences qui sont chargées par les directeurs d'hôpitaux étrangers de recruter les spécialistes qui manquent, les médecins qui manquent. Et c'est vrai qu'elles sont très agressives, très actives, qu'elles proposent des offres très alléchantes. Autre signe que c'est devenu un business, 2 fois par an en Roumanie, il y a une foire aux médecins. En décembre 2012, en décembre dernier, des représentants du Conseil général de la Sarthe étaient à IH, où j'étais, et se sont rendus à la faculté de médecine pour se faire connaître, mais sans doute aussi pour repérer d'éventuels futurs médecins. Merci Marie. L'illettrisme est plus que jamais un handicap et un stigmate. Alors en temps de crise économique, ne pas maîtriser la lecture et l'écriture peut se révéler un frein indépassable pour espérer retrouver un emploi. En Europe, 75 millions de personnes sont concernées et le Portugal est l'un des plus mauvais élèves. Sandra Cerqueira a mené l'enquête. Ce qui est étonnant, Sandra, c'est que finalement, on pourrait se dire qu'en Europe, l'illettrisme est éradiqué, et ce n'est pas le cas. Non, sont concernées par l'illettrisme les personnes qui n'ont pas acquis le socle commun de connaissances minimum telles que l'écriture, le calcul ou la lecture. Alors, il est vrai que c'est un phénomène qui existe depuis toujours dans les pays du Sud, notamment la Grèce, le Portugal, l'Espagne ou l'Italie. Et c'est un phénomène assez tabou, voire caché. Il a fallu attendre fin 2012 pour que l'Union européenne se saisisse du sujet et alerte même sur ce sujet en rédigeant un rapport pour dire que ce phénomène de l'illettrisme concerne 75 millions de personnes en Europe, soit 1 Européen sur 7. Et le Portugal est le plus mauvais élève de l'Europe. Oui, c'est là où on trouve les plus mauvais chiffres, là où 30% des jeunes quittent l'école en ayant des difficultés à lire et à écrire, là aussi où 72% des actifs n'ont pas fréquenté le secondaire. Donc forcément, en temps de crise, ce sont ces personnes-là qui ont le plus de mal à trouver un emploi, d'autant que l'illettrisme favorise aussi l'exclusion et la pauvreté. C'est le cas du Portugal et c'est là la difficulté. Alors là, on vous suit dans la banlieue de Porto. Écrire, un geste familier que certains dans l'enfance n'ont jamais vraiment apprivoisé. Nous sommes dans ce qu'on appelle au Portugal un centre des nouvelles opportunités, créé avec le soutien du Fonds social européen. Des cours du soir pour remettre à niveau ceux qui ont quitté l'école trop tôt. La plupart dans cette classe y sont restés moins de 6 ans. J'ai grandi dans une famille de 7 enfants. Mes frères ne sont allés qu'à l'école primaire. Et mon père m'a dit que même si j'étais le plus jeune, je ne pouvais pas étudier plus qu'eux. Ils ont entre 40 et 50 ans et réapprennent aujourd'hui ce qui nous semble à tous être des acquis. Au Portugal, 72% des actifs n'ont pas fréquenté le secondaire. J'ai arrêté l'école à 12 ans. Il y avait un trop grand fossé entre moi et les jeunes générations, y compris avec mes filles. J'étais dépassé par les connaissances actuelles et j'ai ressenti le besoin de reprendre les études. Certains rencontrent des difficultés au début parce qu'ils n'ont pas les connaissances de base suffisantes. Ils ont perdu l'habitude d'écrire et de lire. La moitié de la population active du pays a quitté l'école à 14-15 ans. En 3 ans, la fréquentation du centre a doublé. Louise vient d'arriver pour constituer un dossier et suivre des cours. Il a commencé à travailler à 14 ans dans la vente.
Aujourd'hui au chômage, il ne pensait pas qu'un jour, le manque d'études serait un handicap. Il y a 2 ans, j'ai perdu un emploi parce que je n'étais même pas allé au collège. Ces adultes qui arrivent ici ont tous entre 40 et 50 ans. Ils ont travaillé dans la même entreprise depuis qu'ils sont tout jeunes. Et quand ils se retrouvent au chômage, ils ont de l'expérience, certes, mais le manque de qualification leur est vraiment fatal. D'emblée, ils sont exclus du marché du travail. Le Portugal, mauvais élève de l'Europe, mais dans le reste de l'Union aussi. Lire et écrire sans peine n'est pas une évidence. Un tiers de la population active est peu ou pas qualifiée. Et concernant les plus jeunes générations, les chiffres ne sont guère meilleurs. 20% des jeunes sortent de l'école sans avoir acquis le niveau de compétence minimum. Le Portugal connaît là encore le taux le plus élevé d'Europe, 30% d'abandon scolaire chez les jeunes. Dans cette école de la deuxième chance, la seule du pays, les élèves n'ont pas étudié plus que leurs parents. Quand ils arrivent ici, ils ont arrêté les cours depuis de nombreuses années. Chaque jour, Paulo participe aux cours de cuisine pour réapprendre à travailler en groupe. Ils préparent ensemble le déjeuner pour toute l'école. Il a 23 ans et n'est même pas allé au collège. C'est pour travailler et aider sa famille qu'il a décidé d'arrêter les études. L'école envoyait des lettres à mes parents pour dire que j'y allais plus. Mais ça n'a servi à rien. Depuis, j'ai cherché du travail et je n'ai rien trouvé. Je pensais que d'arrêter l'école à 15 ans ne m'empêcherait pas de travailler dans la restauration. Souvent, les jeunes Portugais décrochent faute d'encadrement familial. C'est l'héritage de la dictature salazariste qui négligea pendant 40 ans l'éducation des masses. Ici, on est plus que des formateurs. On remplace la famille, les parents. Quitter l'école si jeune favorise l'exclusion sociale. On leur apprend à retrouver un cadre. C'est important pour eux pour la suite. Faute de moyens, l'école a failli fermer l'an passé. Le directeur se dit inquiet, car les demandes d'inscription ne cessent d'augmenter. Le Portugal est dans une situation économique très difficile. De toute façon, on ne peut pas se passer de cette jeune génération parce que nous avons l'une des populations les plus vieillissantes d'Europe. Incontestablement, l'illettrisme est une entrave à la croissance, un vrai handicap pour la compétitivité. Le pays doit faire les efforts nécessaires pour que les qualifications augmentent. Nous n'avons pas d'autre choix. D'autant que le pays possède également le taux de scolarisation dans le supérieur le plus faible de l'Union européenne. Pourtant, dans 10 ans, seulement 15% des emplois seront destinés aux basses qualifications. Sandra, ce qui semble assez étonnant, c'est que la situation du Portugal s'était améliorée lors de son entrée dans la communauté économique européenne. Et finalement, avec la crise, le problème de l'illettrisme ressurgit. Pourquoi ? Lors de son entrée au sein de la communauté européenne en 1986, le Portugal a reçu énormément d'aide pour combler son retard en matière d'éducation. Il faut dire que le pays venait de loin. Dans les années 60, il y avait 1 personne sur 2 qui ne savait ni lire ni écrire. Donc oui, il y a eu une amélioration. Le chemin parcouru est énorme, mais c'est vrai qu'avec la crise, on voit énormément de jeunes qui décrochent, qui quittent l'école très tôt, comme leurs parents. Il y a la moitié des jeunes qui aujourd'hui n'étudient pas plus que leurs parents. Et en temps de crise économique, ça n'arrange rien. Non, parce que le pays est dans une logique de restriction budgétaire, de coupe budgétaire à tout va, et l'éducation est directement touchée. Et c'est vrai que sans diplômés, le pays ne pourra pas, enfin la croissance du pays ne pourra pas repartir. Vous le disiez, Sandra, il faut, pour espérer une reprise économique, une population qui est qualifiée. Or, 1/3 de la population européenne est peu qualifiée et de plus en plus d'emplois ne trouvent pas preneur. Pour quelle raison ? Oui, si on prend le secteur de l'informatique et du numérique, par exemple, des centaines d'emplois sont créés chaque année et pourtant il n'y a pas de diplômés suffisants pour satisfaire la demande, ce qui peut paraître contradictoire à l'heure où les taux de chômage en Europe flambent. Mais en fait, ça montre un peu le contraste qui s'accentue entre une économie du tertiaire qui nécessite beaucoup de diplômés et une population européenne qui décroche côté qualification. Et pourtant, d'ici 10 ans, seuls 15% des emplois seront destinés aux basses qualifications. Moralité, la situation n'est pas prête de s'arranger. Merci Sandra. Merci Nora.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous, on se retrouve très vite sur Public Sénat et tous les jours sur publicsénat.fr. À bientôt.